Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver une fois encore sur votre émission Le Bon Citoyen. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler de l'engagement de la jeunesse au titre de notre chronique du citoyen. Une chronique qui sera présentée par Mariano Gagné Arrosso. Faut-il être un leader ou un patron? C'est une question dont va pouvoir débattre la leçon de civisme au titre de ce numéro. Et pour finir ce plateau, nous allons pouvoir nous retrouver au cœur d'un entretien, un entretien qui portera autour de la thématique le code électoral, source de paix sociale. Et notre invité pour pouvoir en parler, c'est bien sûr M. Gilbert Déoumalé. Il est bien sûr le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures de notre pays, le Bénin. Aujourd'hui, au titre de la chronique du citoyen, nous allons pouvoir nous intéresser à l'engagement de la jeunesse au cœur de notre société. Mariano Gagné Arrosso, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la chronique de ce jour? D'accord. Notre chronique du citoyen porte sur le terme jeunesse, acteur ou figurant. On dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais si le fer ne bouge pas, il rouille. Chers citoyens, si on devait faire le casting du développement de notre société, quel rôle donnerait-on à la jeunesse? Premier rôle ou simple figurant? Autrefois, elle était au front des luttes pour l'indépendance, pour la justice, pour l'émancipation des peuples. Aujourd'hui, alors que nos nations sont confrontées à de nouveaux défis, où est-elle? Regardons la réalité en face. La jeunesse représente la majorité de la population en Afrique. Elle a l'énergie, les idées, la créativité. Mais dans les décisions qui comptent, dans les choix qui dessinent notre avenir, est-elle réellement présente? Dans tous les discours, on entend « La jeunesse est l'avenir de la nation ». Une belle phrase, mais dans les faits, les jeunes sont les premiers touchés par le chômage. Ils sont rarement consultés pour les grandes décisions politiques. Beaucoup peinent à accéder à des postes de responsabilité. Conséquence, une frustration qui grandit, un sentiment d'exclusion et parfois une tentation de tout abandonner. Certains fuient le pays, d'autres fuient l'engagement. Mais alors, la jeunesse est-elle condamnée à l'impuissance? On ne va pas se mentir. Il y a un problème de confiance. Beaucoup de jeunes pensent que leur voix ne compte pas, que le système est verrouillé et que tout est déjà décrit d'avance. Alors, certains se révoltent sur les réseaux sociaux, d'autres préfèrent l'indifférence. Mais peut-on construire un pays en restant spectateur? Non. Heureusement, il y a une autre jeunesse. Une jeunesse qui refuse d'être mise sur la touche. Une jeunesse qui prend les choses en main. Regardons autour de nous, ces jeunes entrepreneurs qui créent des solutions adaptées à nos réalités, qui transforment des idées en opportunités. Eux, ils n'attendent pas, ils construisent. Ces jeunes activistes qui sensibilisent sur les droits humains, qui défendent la justice, qui organisent des campagnes d'éducation citoyenne. Eux, ils refusent d'être figurants. Ces jeunes leaders communautaires, ces enseignants passionnés, ces bénévoles engagés. Eux, ils savent que le changement ne viendra pas d'en haut, mais du terrain. Alors non, la jeunesse n'est pas absente, mais elle doit être encore plus visible, encore plus audacieuse. Être acteur ou figurant, c'est un choix personnel. Être un bon citoyen, ce n'est pas juste voter, ce n'est pas juste critiquer, c'est s'impliquer, c'est proposer, c'est oser. Regardons l'histoire. Aucune grande transformation n'a eu lieu sans la jeunesse. Alors pourquoi aujourd'hui elle se contenterait d'un rôle secondaire? Le choix est simple. Être acteur et écrire l'histoire ou être spectateur et subir l'avenir. Ne restons donc pas spectateurs de notre propre avenir,
Chaque génération a eu son combat. Nous avons le nôtre. Menons-le. Être acteur, ce n'est pas forcément être un leader politique ou un grand entrepreneur. Non, c'est refuser tout simplement l'inaction. Nous sommes jeunes et nous voulons un changement. Mais bizarrement, nous attendons toujours que quelqu'un d'autre appuie sur l'interrupteur. Gardons à l'esprit en tant que jeunes que nous sommes la lumière de notre pays et que nous détenons nous-mêmes cet interrupteur. Alors, c'est à nous d'appuyer ou ne jamais le faire. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment Mariano Gagna-Rosso pour le contenu de cette belle chronique qui porte sur la jeunesse. Être acteur ou figurant, je crois quand même que tous les jeunes qui sont en train de suivre cette émission vont pouvoir prendre l'engagement d'agir pour la société. Et nous allons poursuivre donc cette émission et cette fois-ci, ça va pouvoir être la leçon de civisme. Bonjour à tous et bienvenue dans votre leçon de civisme. Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle. Qu'est-ce qui fait la différence entre un leader et un patron? Tout d'abord, il est important de comprendre que le terme patron évoque souvent une figure autoritaire, quelqu'un qui donne des ordres et attend une obéissance sans faille. Le patron se concentre principalement sur les résultats, parfois au détriment des relations humaines. Il peut être perçu comme distant, voire indifférent aux préoccupations de son équipe. À l'inverse, le leader inspire. Il ne se contente pas de gérer, il motive et fédère. Un leader écoute. Il prend en compte les idées et les émotions des autres. Il crée un environnement où chacun se sent valorisé et impliqué. Il ne cherche pas seulement à atteindre des objectifs, mais s'efforce de construire une vision commune, un projet qui donne du sens à l'action collective. Être un bon citoyen, c'est aussi adopter cette approche de leadership dans nos interactions quotidiennes. Que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre communauté ou même au sein de notre famille, nous avons tous la possibilité d'influencer positivement notre entourage. En choisissant d'être un leader, nous favorisons la coopération, la solidarité et le respect mutuel. Chers téléspectateurs, nous avons le pouvoir de choisir notre façon d'agir. Soyons des leaders, pas seulement des patrons. Encourageons le dialogue. Cultivons l'empathie et travaillons ensemble pour un monde plus harmonieux. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon de civisme. Et faut-il être un leader ou un patron? C'est la question qui est posée à travers la leçon de civisme. Et comme vous le savez, la dernière partie de cette émission est consacrée à un débat. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons pouvoir accorder un entretien à M. Gilbert Déoumalé. Il est bien sûr le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures de notre pays, le Bénin. Le code électoral, source de paix sociale, voilà donc la thématique autour de laquelle nous allons pouvoir recevoir l'avis du ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures de notre pays. Monsieur Gilbert Déoumalé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager ces quelques moments avec nous sur cette émission d'éducation civique. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais d'entrée de jeu chercher à comprendre ce qu'on entend par le code électoral. Merci bien. Merci de me donner l'opportunité d'échanger un peu avec vous sur le code électoral. C'est un document, une loi, simplement une loi qui est prise à l'Assemblée et qui régule les élections dans notre pays. Simplement. Et quand on parle de loi, dans toutes les communautés, c'est une convention. Donc, lorsqu'il y a une activité à mener et qui concerne la société, il y a toujours
des normes, des garde-fous, des conditions que la communauté s'impose pour mener à bien ce qu'elle envisage faire pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc le code électoral, c'est cette loi-là qui permet donc de canaliser les choses quand on parle d'élections dans notre pays. Alors, on est en train de se préparer progressivement et sûrement vers une période assez sensible. C'est la période des élections générales de 2026 dans notre pays. Vous venez quand même de nous permettre de comprendre ce qu'est le code électoral. Mais dans l'élaboration de ce code électoral-là, est-ce qu'il y a des normes dont il faut tenir compte en vue de favoriser le développement, puisque le souhait de chaque nation, c'est d'accéder au développement? À un moment de son évolution, l'humanité a compris qu'il fallait toujours qu'il y ait quand même des décideurs, des chefs, pour conduire les autres. Et dans cet élan, au fil du temps, certaines communautés ont développé des systèmes jusqu'à ce qu'on ait en Europe, donc la démocratie. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Cette loi qui est prise, en réalité, pour tout homme qui aspire à diriger le pays, doit avoir en tête le développement. Donc c'est un outil de développement en réalité, parce que ça permet donc à celui qui a un projet de société d'avoir la légitimité et la légalité donc de gérer le pays et donc de créer sa société. C'est un projet de société que vous avez et vous ne pouvez pas rester dans votre coin et développer ce projet. Donc, vous respectez ce qui est retenu dans le code électoral et si les populations vous accordent leur suffrage, vous avez une certaine légitimité pour pouvoir donc diriger le pays et créer donc cette société que vous avez en projet. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'un terme assez spécifique. Vous aviez parlé d'outils de développement. Mais parfois, on entend aussi dire que le code électoral est un outil politique. Où se situe la nuance? En fait, le code électoral, comme je l'ai dit à l'entame, permet de régler, de réguler les élections. Et quand on parle d'élections, on parle de choix des dirigeants. Et un dirigeant est appelé donc à développer sa localité, son pays. Donc en réalité, ça permet, le code, d'aller désigner quelqu'un qui bénéficie donc de la légitimité pour procéder au développement comme il entend. C'est ça. Donc, le code électoral soumet les politiques. C'est un document qui soumet les politiques. Que vous soyez politicien de la mouvance ou de l'opposition, vous êtes astreint à cette loi-là pour pouvoir accéder au pouvoir. Okay. Donc, bien que parlant des hommes politiques, bien que canalisant les hommes politiques, c'est un outil qui vous permet d'accéder à la magistrature suprême ou à un autre poste électif pour donc développer le pays. Est-ce qu'on peut alors conclure que le code électoral, c'est un outil politique qui se met au service du développement? Il faut d'abord dire que lorsqu'on dit que c'est un outil politique, pour le Béninois, c'est comme un document que les partis politiques vont utiliser, non. C'est ça. Voilà pourquoi je dis que le code soumet les politiques. C'est ça. Donc en réalité, ce n'est pas un outil politique. C'est ça. Ça soumet les politiques. Donc, si vous êtes vraiment un démocrate et que vous ne voulez pas faire du désordre dans un pays, dans votre pays, vous vous soumettez à ce que la loi dit. Donc ça voudrait dire que chaque citoyen, normalement, doit pouvoir connaître le code électoral
Bien doivent sûr. connaître le contenu. Du code électoral, parce que, j'ai dit, c'est ce document qui canalise les élections. Et les élections, d'abord, il faut comprendre qu'un homme politique qui dit, par exemple, je suis candidat à une échéance, ce n'est pas certain que ce sont uniquement les hommes politiques qui vont aux urnes. Ça, c'est vrai. C'est les citoyens qui vont aux urnes. Ça, c'est vrai. Donc le code ne parle pas que des hommes politiques. Voilà pourquoi je dis que ça soumet tous les hommes politiques. C'est un outil de développement en réalité. C'est ça. Mais- Si le code permet par exemple que, je m'excuse le thème, Oui. quelqu'un qui n'a rien dans la tête accède au pouvoir, il fera quel développement? Mais si c'est à travers le code qu'il a pu accéder à ce poste, il a une certaine légitimité. Vous voyez? Mais entre-temps, disons avant le système partisan, lorsqu'on va à une élection, en suivant toujours le code électoral, ce n'est pas toujours les hommes politiques qui accèdent au pouvoir. Des gens ont pris le pouvoir et n'étaient pas membres d'un parti politique. Donc on ne peut pas dire tout du coup que le code électoral est un outil politique. C'est un outil de développement. Et par conséquent, il faut que chaque citoyen travaille à connaître le contenu de ce que disent effectivement les différents articles. Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à mesurer l'impact de ce qu'apporte cet outil de développement par rapport à la citoyenneté active? Justement, si vous êtes citoyen dans un pays et que vous ne vous arrangez pas pour avoir un mot à dire dans le développement de votre pays, c'est que vous subissez. Et pour avoir un mot à dire, il faut connaître ce que dit la loi qui canalise les élections. Puisqu'après tout, comme je l'ai dit, c'est celui qui accède à la magistrature suprême, par exemple, Ouais. qui définit la ligne de développement Du pays. du pays. Et si ce que ce candidat-là a comme programme, vous n'en savez rien, ou du moins, vous savez, mais vous n'êtes pas d'accord, comment est-ce que vous pouvez dire non? Ce n'est pas en allant chez lui et lui asséner un coup de poing que vous allez dire non. C'est en comprenant le code que vous prenez vos précautions pour qu'il n'accède jamais à la magistrature suprême. Vous voyez un peu? Donc, un citoyen doit savoir qu'est-ce qui est dans le document qui lui permet d'avoir un dirigeant, d'avoir celui-là qui va tracer la ligne pour son développement. Parce que quand on dit développement, il faut penser à soi d'abord. C'est vrai. Tout retourne à l'homme. C'est ça. Voilà. Généralement, pour les acteurs politiques, il y a tout un flou autour du code électoral. Quand on prend le code électoral qui est en vigueur dans notre pays aujourd'hui, on voit tout ce qu'il y a comme supputation. Est-ce qu'il faut généralement attendre que l'on procède, je vais dire, à la mise en place de cet outil-là avant de commencer par faire des revendications, ou à quel moment les revendications doivent arriver? Je voudrais répondre à la question, qui revendique quoi? D'accord. Et quand? D'accord. Aujourd'hui, c'est clair dans notre pays que ce sont les hommes politiques qui font des revendications par rapport à l'outil qui leur permet d'accéder à des postes de responsabilité. C'est eux. Et chaque organisation politique a sa manière, sa stratégie de faire ses revendications. Et certains revendiquent, alors que d'autres persistent et signent qu'il faut avancer par faut avancer. Donc, chacun dans son camp utilise des arguments pour imposer donc son point de vue. Naturellement, c'est ça la démocratie. C'est ça. Alors, à quel moment
il faut faire des revendications. C'est dès que l'outil est en instance d'être pris, il faut faire son lobbying. Et dans notre pays, aujourd'hui, le lieu où se fait ce lobbying-là, c'est l'Assemblée nationale. C'est là-bas que la loi se prend. Et si vous n'arrivez pas à faire passer votre point de vue là-bas, la démocratie aidant, ça veut dire que votre point de vue n'est pas compris. C'est ça. Et comme je l'ai dit à l'entame, ça s'impose à tout le monde. Le code soumet tout le monde. Donc, en démocratie, lorsque votre point de vue n'est pas pris en compte et que vous êtes démocratiquement battu, vous vous pliez à la loi. À la loi. C'est ça, le bon démocrate, c'est ça, le bon citoyen. Maintenant, si votre point de vue n'a pas été pris à l'Assemblée et que vous pensez développer autre stratégie pour vous faire entendre, nous sommes en démocratie, vous développez la stratégie, mais vous assumez pleinement. Vous assumez pleinement. Parce que si la loi est prise et que force doit rester à la loi, si vous développez une stratégie qui brime les autres, ou qui va à l'encontre, par exemple, de la loi, on vous reprimande. Et c'est là qu'intervient la justice. C'est ça. Dès que la loi est prise, promulguée, je dis qu'elle s'impose à tous les citoyens. C'est ça. Et même si vous n'êtes pas d'accord par rapport au code là, et que vous êtes minoritaire, vous revenez à la base vous battre politiquement par les voies légales, les voies recommandables. Et une fois élu, vous pouvez même maintenant travailler à changer la loi. Autrement, vous êtes un subversif. Autrement, vous êtes un troubleur. Et la loi ne permet pas qu'il y ait des troubleurs. Sur cette émission, la vocation première, c'est une vocation pédagogique. C'est donc pour aider nos concitoyens à mieux comprendre ce que c'est que la loi, comment mieux se comporter en société pour devenir de bons citoyens. Je suis tenté donc de poser la question de savoir, quand on se retrouve en face d'un acteur politique qui ne veut peut-être pas respecter le contenu du code électoral et qui nous recommande de se remettre dans la rue, par exemple, et quelle est l'attitude à adopter? C'est exactement ce que je viens de dire. Puisque la question n'avait pas été clairement posée, je ne pouvais pas dire clairement. C'est ça. Je dis, une fois le code électoral voté à l'Assemblée et promulgué, et la Cour constitutionnelle a été consultée par rapport à cette loi et a trouvé qu'elle est conforme à notre Constitution. Il n'y a plus de débat autour. Et ceux qui pensent que ce n'est pas bon, parce qu'ils disent que c'est un code chrysogène, ça va entraîner la guerre, ça va entraîner ceci ou cela, c'est une perte de temps. Ce qu'ils doivent faire, c'est de se soumettre à ce code-là, aller aux élections, remporter, et une fois à l'Assemblée, travailler à changer la loi. C'est ça. C'est la meilleure formule. Au fait, comme je l'ai dit à l'entame, chaque groupe politique s'organise à sa manière pour accéder, donc, pour prendre le pouvoir. Puisqu'un parti politique travaille à cela. C'est ça. Alors, aujourd'hui, par rapport à notre code électoral, ce qu'on entend dans la rue, c'est ce que je viens de dire. Et on estime que le code est chrysogène. Certains vont jusqu'à dire que c'est parce que le président Patrice Talon ne veut pas quitter le pouvoir, qu'il a fait corser ça comme ça. D'abord, il faut reconnaître que le chef de l'État n'est pas député à l'Assemblée nationale. Son rôle n'est pas d'aller prendre des lois à l'Assemblée nationale. Et nous avons à l'Assemblée 81 députés de la mouvance et 28 députés de l'opposition. S'il y a une loi à prendre à l'Assemblée, le débat se mène là-bas, politiquement, avec des arguments. Si les 28 députés arrivent à convaincre la majorité, la décision s'impose à tout le monde. C'est ça. Mais si c'est le contraire, ça s'impose à eux. Alors,
quelqu'un donc qui sort de ce schéma-là et qui demande à la population de rentrer dans la rue, comme je l'ai dit, c'est un troubleur. Et la loi va s'en occuper. La justice va s'en occuper. Parce qu'on ne peut pas dans un pays faire deux poids, deux mesures. On ne peut pas, parce qu'on est de l'opposition, penser qu'on a tous les privilèges et que parce que les autres sont de la mouvance, qu'ils n'ont aucun droit. Non. Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça. Et quand les gens crient pour dire, bon, on n'est pas majoritaire à l'Assemblée, je ne sais pas de quoi ils parlent. On est dans un pays démocratique. Et la loi de la démocratie, c'est que la majorité impose son point de vue à la minorité. C'est impose, j'ai dit. Mais les gens parlent comme si c'est le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a amené la démocratie. Non, c'est depuis 1990 que nous avons fait l'option. Bien. Et je vais crever l'abcès aujourd'hui. Allez-y. Quand les démocrates estiment que ce code n'est pas bon, l'argument qu'ils tiennent, c'est sur deux points essentiels. Le reste, c'est du saupoudrage. Ils estiment que le parrainage n'est pas bon et que ça restreint la liberté des députés. Et deuxième chose, ils disent que les 20% là, que c'est taillé sur mesure, c'est pour exclure des gens, et que si ça doit être ce code-là, on risque d'avoir des troubles. Ça, à la limite, on peut dire que c'est de la menace. Qu'est-ce qui vous le papier que je tiens ici... Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Le papier que je tiens ici, oui, c'est le code électoral. C'est la loi, ça. De vous à moi, en quoi cette loi-là peut faire... le papier-là peut se lever et faire la guerre? c'est pas possible. C'est nous, êtres humains, qui interprétons ça comme on l'entend pour susciter des réactions au niveau de la population. C'est ça. Et les gens, et c'est là où ça me désole, les opposants au régime de Patrice Talon utilisent le mensonge et les formulations pour détourner l'attention des populations, pour haranguer la population. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Et je vais les confondre sur les deux points qu'ils prennent eux-mêmes. Allez-y pour permettre quand même je vais les confondre sur ces deux points-là. Aux concitoyens de mieux comprendre de quoi il est question. Je vais terre à terre. D'accord. Je prends le document en lui-même. C'est ça. Le code électoral. Le code électoral. Il doit s'inspirer, tous les articles doivent s'inspirer de la Constitution. Cette démarche a été menée par le président de la République et la Cour constitutionnelle a attesté que le contenu est conforme à la loi fondamentale de notre pays. Et donc, le chef de l'État, par la suite, a promulgué la loi. Et elle s'impose à tous, comme vous l'aviez rappelé. Très bien. Je prends les conditions de parrainage. C'est ça. Les démocrates et toute leur bande estiment que le parrainage est une manière donc de restreindre la liberté des députés et des maires. C'est ça. Parce qu'ils estiment que on ne peut pas parrainer en dehors de ce que le parti a retenu. C'est ça. Moi, je pense plutôt que cette partie-là du code électoral s'inspire de ce que veut réellement la Constitution. Parce que dans la Constitution, c'est dit que le Bénin est un et indivisible. Ouais. Le Nord à part, le Sud à part, on n'en veut pas. C'est vrai. Et ça s'est déjà passé dans notre pays ici. Avant 1972, donc avant la Révolution, nos parents s'entretuaient à cause donc, de cette affaire d'élection. Au point où, pour régler leurs problèmes en son temps, ils en sont arrivés à créer un collège de 3 présidents. 3 présidents. Mais c'est une humiliation, c'est une honte. Ça fait partie de notre passé honteux, Très comme bien. l'a stipulé le chef de l'État. Quand le général Mathieu Kérékou est venu, Ouais. il s'est arrangé pour unifier le pays, pour sceller l'unité nationale. C'est ça. Alors aujourd'hui, la Constitution recommande
qu'on aille dans ce sens-là, l'unité nationale. Bien évidemment. Voilà pourquoi, par rapport au parrainage, ceux qui doivent vous parrainer doivent prévenir donc de plusieurs départements. En quoi ça viole la Constitution? En quoi ça restreint la liberté? Maintenant, lorsqu'on parle de pourquoi c'est les chefs de parti qui doivent cautionner, vous savez, avant 2016, leur problème, les démocrates, là, c'est parce que c'est eux qui ont laissé le pouvoir et on a pris. Donc, la comparaison est nette. Les Béninois n'ont pas eu le temps d'oublier les anomalies qu'ils ont connues. Et aujourd'hui, ils se disent, mais on pouvait faire mieux. À leur place, je me serais caché. Alors, lorsqu'on prend le Bénin qu'on ne doit pas fracasser, subdiviser, et on vous dit que c'est votre parti, en réalité, qui doit vous orienter par rapport au parrainage. Oui. Avant 2016, pardon, quand les députés vont à l'Assemblée, ils sont élus dans un parti A. Une fois à l'Assemblée, lorsqu'il y a une loi à prendre, ou une décision, un vote à faire, contre la volonté de leur parti politique, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Des gens arrivent même à démissionner de leur parti. Contre de l'argent, bien sûr. Contre de l'argent, ils démissionnent de leur parti politique. Est-ce à dire que de façon... C'est ça qu'on a appelé la transhumance. Très bien. Alors, mais il faut fidéliser les gens quand même. On n'est pas dans un pays de désordre où, une fois élu, le seul individu peut aller faire sa volonté là-bas. Donc, le code électoral vient régler un problème de transhumance politique. Une loi qui est prise dans un pays, dans une communauté, dans une société, c'est pour régler un problème. C'est ça. Ça règle ce problème. Et ceux qui crient, c'est là où ça m'étonne. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, les démocrates aujourd'hui, ils essaient de confiner tous leurs députés, les 28 quelque part. Et c'est peut-être le jour même du vote ou le lendemain qu'on les laisse partir, de peur qu'ils soient rachetés. Ça veut dire qu'eux-mêmes craignent cette transhumance-là. Ils craignent que les députés de l'opposition soient achetés. Alors, si on vous demande maintenant de vous faire parrainer et que vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que votre parti vous demande de faire, parce que vous prenez de l'argent au niveau du parti, vous prenez l'aura du parti, vous prenez les acquis du parti pour vous faire élire. Et une fois là-bas, vous démissionnez. Comment on appelle ça? C'est une trahison. Vous trahissez votre parti, mais vous trahissez aussi la base, la population qui vous a envoyé là-bas. C'est tout ça que cette partie-là du code règle. Et tous ceux qui sont contre ça, ils veulent donc, c'est des nostalgiques. Mais écoute, les gens ont souvent dit même que la politique, c'est un raccourci pour s'enrichir. Mais le système partisan est venu réglementer tout ça. Donc, en réalité, quand on vous demande de vous faire parrainer, ne devrait pas entraîner une guerre. Et ça... Le deuxième aspect maintenant. Ce n'est pas le plus compliqué. D'accord. C'est le plus compliqué pour eux. Et je dis que c'est un défi que je leur lance. Ils ne peuvent pas me démontrer le contraire. Ok. On vous demande d'avoir 20% pour valider votre siège. Exactement. Sur le plan national. Sur le plan national. Et que, avant, c'était 10% et les gens n'ont pas pu respecter. Et maintenant, on va à 20%. C'est malhonnête d'interpréter la loi comme ça. La loi de cette façon. C'est vraiment malhonnête. C'est prendre les Béninois pour des cons. Mais ils ne sont pas cons. Et je suis sûr que les Béninois qui m'écoutent aujourd'hui comprendront que ceux-là qui leur parlent en ces termes sont simplement des malhonnêtes. Parce que ils ne disent pas aux populations, on parle de 20% de quoi? Parce que quand on prend un peuple, nous sommes près de 13 millions. Oui. Je vais voir les communautés à la base. Des gens qui, bon, peut-être n'ont pas été à l'école comme nous. Et je dis, ah, vous voyez ce que la mouvance fait pour me faire élire maintenant, il me faut avoir 20% sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est un problème. Aller mobiliser 20% de 13 millions, c'est un problème. Mais c'est 20% de quoi en réalité? Il faut que je dise, ce n'est pas 20% de tel, pour que les populations comprennent qu'ils sont venus leur mentir. Donc on ne parle pas de 20% de la population. C'est ça. Et dans une population, il y a ceux qui sont en âge de voter. Bien sûr. Ce n'est pas 20% de ceux qui sont en âge de voter. D'accord. Parmi ceux qui sont en âge de voter, il y en a qui n'ont pas leur carte d'électeur. C'est vrai. Ce n'est pas 20% de ceux qui détiennent leur carte d'électeur. D'accord. C'est 20% de ceux qui, le jour du vote là, Oui. se sont déplacés pour aller exprimer
leur suffrage, leur vote. En quoi c'est compliqué? À quelle élection aujourd'hui, on n'a pas demandé à nos militants de sortir pour aller voter? C'est vrai. Tout ce que ça règle, c'est qu'on demande aux partis politiques de demander à leurs militants de sortir pour aller voter. Donc chaque parti politique... Je n'ai pas fini. J'ai dit que le Bénin est un et indivisible. Ce n'est pas vous qui le dites, c'est la loi fondamentale qui le dit. Nous avons 24 circonscriptions électorales. Ouais. Et ils estiment que 20% par circonscription électorale, que c'est énorme. C'est à croire que dans une circonscription électorale, qu'on a seulement une seule commune. Non. Dans une circonscription, on a 2, 3, 4 communes. C'est ça. Ça dépend donc de la densité de la population. Et dans cette circonscription, je prends le département des Collines, la 10e circonscription, qui est ma circonscription électorale, il y a 3 communes, Savé, Glazoué et Ouessé. Et moi, on me demande, dans ces 3 communes-là, d'avoir 20%. Si je ne suis pas bien ancré à Glazoué et que je suis très assis à Savé, je peux réunir les 20%. C'est vrai. Je ne sais de quoi ils parlent. Et mieux, ils estiment qu'il y a de cela quelques années, on a dit 10%. Sur le plan national, les gens n'ont pas pu réunir les 10% et que maintenant on parle de 20%. Mais ils oublient que la Constitution dit que le Bénin est un et indivisible. Quelqu'un, dans un seul département, s'il est vraiment assis, peut avoir facilement les 10%. Alors, où se trouve en réalité la crainte? Je ne sais pas. C'est eux qui peuvent vous dire en quoi il y a une crise. En quoi ce code-là constitue... Alors, ce qui est dangereux, ils vont vers les adolescents. Et on leur demande, et c'est comme ça, vous n'avez pas, je vous ai dit, la question n'a pas été clairement posée. Ils vont demander aux jeunes de rentrer dans la rue pour manifester contre le code. Et que s'ils ne font pas ça, les élections auront lieu et qu'eux ne pourront pas parce que le code est dirigé contre eux, donc ils ne pourront pas se faire élire. Est-ce que quelque part dans ce code-là, c'est écrit que les 20%, c'est seulement les démocrates qui doivent avoir ça? Ça s'impose à tout le monde. Et mieux, dans ce même code, on vous permet de faire des alliances. Dans la 10e circonscription, si mon parti politique n'a pas pu avoir 20% et que nous avons seulement eu 10%, on peut fait alliance avec l'UPR. Et s'ils ont aussi 10%, on met les deux ensemble, nous avons les 20%. Je ne sais en quoi c'est taillé sur mesure. Ils vont jusqu'à dire que bon, c'est parce qu'ils ont 28 députés que c'est taillé comme ça, le truc de parrainage. C'est les seuls partis qui ont 28 députés. Le BN n'a pas 28 députés aussi. Je ne sais de quoi ils parlent. J'estime que chez nous, en Mali, il y a un proverbe qui dit « Vous n'êtes pas encore allé au bord de la rivière, vous estimez que c'est profond ou ce n'est pas profond, et vous pliez vos... Non. Voilà un code qui a été pris à l'Assemblée, promulgué. On n'a pas encore expérimenté. Et vous estimez déjà que ça va entraîner des troubles. Ça veut dire que c'est vous qui voulez entraîner, c'est vous qui allez entraîner les troubles. C'est vous. Et si quelqu'un s'amuse à le faire, mais la loi est là pour régler tout le monde. Monsieur le ministre conseiller, on ne va pas souhaiter qu'il y ait de troubles dans notre pays. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour que nous puissions effectivement parvenir à organiser des élections apaisées dans notre pays. On souhaite que 2026 se retrouve être effectivement une période où on vive la paix, comme on l'a toujours vécu lors des élections précédentes dans notre pays. À la date d'aujourd'hui, quand on parle du code électoral, quel est le langage à tenir, surtout vis-à-vis des communautés à la base? Vous savez, comme je l'ai dit, quand il y a une activité de ce genre à mener, chaque structure, chaque communauté, chaque mouvement politique affûte ses armes. Pour le moment, nous, au niveau, donc, puisque je parle ici en tant que ministre conseiller, n'avons pas encore la tête aux élections. Le chef de l'État se préoccupe de développement. Mais comme vous le dites si bien, sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est ça.
Voilà pourquoi nous avons cherché à prendre notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer les communautés et leur expliquer simplement le contenu du code électoral qui est vilipendé. Et nous avons ciblé à dessein les dépositaires du patrimoine culturel, les leaders religieux, et parce que simplement, il faut parler à ceux-là qui ont du monde derrière et qui ne sont pas des politiciens. Parce que lorsqu'on demande à un enfant d'aller dans la rue et que cet enfant est épinglé, ce sont ses parents qui en souffrent. Parce qu'il vient d'une famille. Il vient d'une famille. Et mieux, ceux qui demandent aux gens d'aller, leurs enfants ne sont pas dedans. C'est ce que nous sommes en train d'aller faire comprendre aux enfants. Et l'autre chose, c'est que un dépositaire du patrimoine culturel, un sage, une tête couronnée, un dignitaire religieux, il a sa première vocation, c'est l'éducation. À la paix. Très bien. Donc, s'ils comprennent que sans paix, en tout cas pour le Bénin aujourd'hui, sans paix, nous risquons de mettre un frein au développement enclenché. Je crois qu'ils prendront leurs responsabilités, ils vont parler à leurs enfants, à chaque famille, et comme ça, quand les fauteurs de troubles seront là, ils seront renvoyés simplement. Donc nous sommes en train de prévenir le danger. Nous sommes en train donc d'informer ceux qui peuvent nous aider à sensibiliser pour que désormais, il y ait la paix et qu'on continue ce développement que le chef de l'État est en train d'imprimer à notre pays. Et quand on arriverait aux échéances électorales, on va retourner parler politique. Mais aujourd'hui, on parle développement. Est-ce que le retour est un retour favorable, puisque au-delà de tout, vous portez quand même une casquette politique? Vous allez vers ces leaders religieux aujourd'hui. On a écouté par exemple le clergé à travers la conférence épiscopale du Bénin qui est revenu à plusieurs reprises pour demander à ce que l'on puisse modifier le code électoral. Les députés à l'Assemblée nationale n'ont pas encore pris une décision favorable par rapport à cette requête-là. Mais est-ce que de votre déplacement, vous sentez qu'il y a un franc-parler, qu'il y a un accueil qui vous est réservé en tant que ministre conseiller chargé de la justice et des relations extérieures? En fait, une des prérogatives du ministre conseiller, en dehors de tout ce que le chef d'État lui-même a dit, c'est d'aller à la rencontre des communautés, de leur expliquer ce qui se fait réellement, parce que nos amis d'en face donnent une autre couleur à ce qui se fait. Nous allons restituer ce qui se fait, leur dire où se trouve leur intérêt et attendre d'eux des réactions pour corriger le tir. Et c'est ces réactions-là que nous remontons au gouvernement pour qu'il y ait tentative donc, de résolution, donc des solutions. Déjà, avec ce rôle-là, nous sommes très bien accueillis. Aucun Béninois aujourd'hui, sur notre terre, ne veut retourner à ce passé honteux. Aucun. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez être contre Patrice Talon. Vous pouvez être contre lui. Contre la personne du chef de l'État. Mais vous ne pouvez jamais renier ce qu'il fait aujourd'hui pour le pays. C'est pour cela que je dis qu'à leur place, je me serais caché. Ils ont fini quand nous sommes arrivés. Et voilà ce que nous sommes en train de faire. Alors, les populations, d'abord, aucun Béninois ne veut mettre frein à cet essor économique-là, à cette relance économique que le chef de l'État est en train d'imprimer à notre pays. Et c'est ça qui m'enchante. Et je suis certain que c'est ça qui fait crier l'opposition. Ils comprennent que si on laisse les populations comprendre les choses comme cela se doit, ils vont échouer dans les urnes. Voilà pourquoi il faut empêcher qu'il y ait élection et dire que le code est chrysogène. Donc c'est la peur de perdre dans les urnes. C'est la peur de perdre dans les urnes. Qu'est-ce qu'ils vont montrer aux populations comme réalisation? Quoi? Vous voyez, là où l'opposition me fait rire, en politique, on ne dit jamais à l'adversaire ce qu'il fait de mauvais. Il n'aura qu'à continuer. Les populations ont besoin de développement, d'épanouissement, d'autonomisation. Et vous leur opposez
On voulait faire réunion, tel juge ont refusé. Bon, le code des chrysogènes, c'est de ça qu'ils vont vivre. Et nous, ça nous arrange. Pendant qu'il faut ça, nous, on s'occupe du développement. Et en son temps, les populations vont trancher. Je sais de quoi ils ont peur. Vous êtes parti du peuple. Vous avez peur de quoi? Ce n'est pas le peuple qui veut voter. Et puis, il y a un faux débat qui se mène que le chef de l'État veut tordre le cou à la Constitution, veut faire un troisième mandat, ceci ou cela. Mais vous dites que le monsieur n'a rien fait. N'est-ce pas? Que nous avons reculé. Mais laissez-le venir et les populations vont trancher. Ça, c'est faux. Y compris les opposants, ils savent très bien qu'aucun chef d'État, depuis les indépendances, aucun chef d'État n'a fait ce que tu es en train de faire. Aucun. Et les résultats sont là. Les indicateurs de performance sont là. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'ils ont manqué aussi d'avoir un peu plus de communication autour de cette donnée-là qui se sont perdus? Je mets perdus entre griffes, parce que c'est des concitoyens à nous au-delà de tout. Vous parlez des opposants? Bien sûr. Mais ils ne peuvent pas communiquer sur ce que l'autre a fait. Eux, ils ont prié tout le temps, depuis 2016, pour que le chef de l'État échoue. Mais le monsieur sans tambour ni trompette, combien de fois vous avez eu Patrice Talon aller s'arrêter devant un monument pour dire je pose le premier pierre, je pose le deuxième pierre, je pose le troisième pierre? Il ne fait pas ça. On voit juste les réalisations poussées comme des champignons partout. Tout le pays est en chantier. Quel est le domaine que le chef de l'État n'a pas impacté? Donnez-moi n'importe quel domaine au Bénin. Il a impacté. Vous voyez, moi, je dis, je prends le cas de chez moi, Ouessé, que je connais très bien. Ce n'est pas aujourd'hui les populations de Ouessé qui prendront la décision de suivre des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Bon, et qu'est-ce que je veux dire? Un peu avant la fin de son mandat, le président Yaïboni est allé à Ouessé en hélicoptère avec un camion rempli de pavés pour aller dire aux populations, votez pour mon candidat et je vais faire votre goudron avant de quitter le pouvoir. Goudron avant de quitter le pouvoir. Si ce n'est pas prendre mes parents pour des illettrés, tu veux me faire du goudron et tu viens avec des pavés. Est-ce que ce n'est pas la fougue de l'élection qui depuis qu'il a dit ça, il est parti. Genre de propos. Depuis qu'il a dit ça, il est parti. Jusqu'à l'heure où je vous parle, Ouessé n'a jamais connu 1 mètre de pavé. C'est celui-là qu'on va suivre. Ce qui est dangereux, c'est qu'il savait très bien que ce n'est pas prévu. Rien n'est prévu par rapport à ça. Rien. Dans aucun budget. Et il va dire ça à mes parents. Mais aujourd'hui, Patrice Talon est venu. Dieu merci. La voie est en chantier. Deuxième chose, d'autres investissements ont eu lieu à Ouessé. Un terrain municipal de haute qualité, à coût de milliards. Mais écoutez, celui qui a promis et qui est venu mentir face à celui qui a dit, bon, c'est ce que vous voulez, je vous ferai ça. Et il l'a fait. Vous voulez qui ont choisi. Donc on n'est pas d'accord. Monsieur le ministre-conseiller. Je dis qu'on n'est pas d'accord. Monsieur le ministre-conseiller. Laissez-moi aller jusqu'au bout. On n'est pas d'accord aujourd'hui à mettre un frein à tout ce développement dans tous les secteurs que nous avons enclenchés. Nous ne voulons plus retourner à ce passé-là. Quand on dit, les gens s'offusquent. Vous voulez dire alors que ce sont les différentes réalisations du chef de l'État qui font que certains acteurs de notre pays s'attaquent au code électoral pour dire... Mais c'est en cela que je vous ai dit à l'entame que le code en lui-même là est un outil de développement. Parce que c'est le code qui permettra à quelqu'un d'accéder à la magistrature suprême. Mais pour faire quoi? Pour faire le développement. Et le chef de l'État nous a montré que quand on accède à ce poste-là, on fait ce qu'on a promis à la population. On lui a dit à Gouin, il dit non. C'est à la fin de mon mandat que vous allez savoir si je suis à bon nom ou non. Et je suis certain que vous allez me prendre, tenir en triomphe. Mais
Quel Béninois n'est pas prêt aujourd'hui à tenir talon en triomphe? Ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est un citoyen, ça. Le reste, là, c'est des fauteuils de trouble. Et on mettra tout en œuvre pour qu'il ne puisse pas accéder à la magistrature suprême. Même quand il parle de... De façon légale. De façon légale. Quand j'ai dit on mettra tout en œuvre, c'est qu'on se battra politiquement. Moi, je suis membre du parti BR. Je me battrai corps et âme pour que les LD ne soient même pas présents à l'Assemblée. Parce que c'est des individus de blocage. Ils bloquent le développement. Dites-moi, depuis qu'ils sont élus là, combien de fois ils ont voté oui? Tout ce qu'on amène, c'est mauvais. Y compris le budget général de l'État. Ils disent non à cela, mais ils vont prendre leur salaire. Mais ils prennent le peuple pour... C'est pas sérieux. Le code électoral, source de paix sociale, c'est donc la thématique que nous avons retenue aujourd'hui au titre de cet entretien avec le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, M. Gilbert Déoumalé. Nous tendons progressivement et sûrement donc vers la fin de cette émission. Et comme vous le savez, on est en train de tendre vers une période assez sensible. C'est la période des élections générales de 2026. Quel est le message que vous tenez à partager avec nos concitoyens? Surtout, quelles recommandations faites-vous pour que chacun travaille à demeurer un concitoyen qui mette en œuvre des actes de paix? C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Donc nous voulons inviter toute la population à la sérénité, parce qu'à partir de maintenant, nous allons sillonner les 77 communes pour expliquer à la population en quoi le code électoral est bon à l'étape où nous sommes par rapport au système partisan. Et nous allons en même temps les amener à comprendre la tricherie qui se cache derrière l'interprétation que l'opposition fait du code électoral. Y compris donc tous ceux qui se réclament de la société civile qui disent la même chose. Voilà pourquoi nous avons ciblé les couches de cette même société civile-là, à qui nous allons parler, pour les confondre. Parce que, vous avez pris l'exemple du clergé. Le clergé a parlé, mais ce n'est pas les fidèles qui ont parlé. Ce n'est pas le point de vue des fidèles, ça. Moi, je suis chrétien catholique, fervent. Je suis allé jusqu'au mariage. Mais ce n'est pas mon point de vue, ça. Donc le clergé n'a pas parlé en mon nom. Puisque je sais lire et écrire, je sais qu'il n'y a pas de crise, le code n'entraîne aucune crise. Donc nous allons expliquer aux populations comment il faut travailler à instaurer la paix durable dans notre pays. Et comme ça, celui qui va venir après les élections de 2026 pourra continuer les œuvres du président Patrice Talon. Parce que si vous êtes dans un champ, vous faites les signaux et vous n'arrivez pas à la fin, et au milieu, vous gâtez, vous retournez. Vous gâtez, quand est-ce que vous allez cultiver? Alors que ce que Talon fait aujourd'hui est admiré de par le monde. Nous sommes devenus une référence. Des gens qui trouvent même que ce qui se fait à Gros-Djibé n'est pas bien, je crois que ceux-là, ils ne veulent pas voir ce qui est bien. Ça veut dire que s'ils viennent, ils ne pourront même pas faire ce qui est en train d'être fait et ils risquent même de remettre tout ça là en cause. Voilà pourquoi, pour sécuriser donc cette paix-là que nous avons conquise depuis 2016 avec le président Talon, il faut qu'on aille parler aux populations. Donc, les 12 ministres conseillers que vous connaissez seront sur le terrain pour expliquer, donner aux populations le vrai visage de ce qui se fait, recueillir donc leur ressenti et remonter ça au niveau du gouvernement pour des corrections et des solutions. Voilà pourquoi, une fois encore, je voudrais demander à la population de garder tout son calme, toute sa sérénité, et que ce qu'on a enclenché avec le président Patrice Talon va se perpétuer et va continuer. Merci infiniment, M. Gilbert Déoumalé. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller chargé de la justice et des relations extérieures de notre pays. Vous étiez dans ce studio pour nous parler de cette thématique assez sensible, le code électoral, source de paix sociale.
Mesdames et messieurs, ce sera donc pratiquement tout pour cette émission Le Bon Citoyen de ce jour. On se retrouve semaine prochaine pour un autre numéro.